Bonjour à tous, bienvenue dans Anecdote. Aujourd'hui, nous allons parler des médias et réseaux sociaux. Est-ce que les médias en ligne ont-ils pris le monopole sur la télévision, la radio, voire même la presse écrite? Est-ce que tout ce que nous recevons sur nos plateformes comme information peuvent-elles être considérées comme une vraie information? Et comment vérifier si elle est vraie ou elle est fausse? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau le docteur et chercheur à l'université Marien Ngouabi, le docteur Antonin Idriss Bossoto, auteur de l'ouvrage « Médias sociaux en République du Congo, entre monopole de l'information et déclin des médias classiques ». Bonjour docteur. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Votre ouvrage a été publié en 2022 aux éditions Harmattan. Il explique comment la télévision, la radio et voire la presse écrite peinent à traiter et à gérer l'information face aux médias en ligne. Et pour la plupart de ces médias qui sont gérés par des gens qui ne sont pas des journalistes, est-ce que nous pouvons admettre aujourd'hui que les médias en ligne sont en train de dominer les médias classiques? Alors oui, on peut l'admettre, les médias en ligne aujourd'hui, on va dire, ont indirectement le contrôle de l'information, et cela s'explique par un fait. L'émergence des médias en ligne est liée d'abord au boom de l'Internet, notamment avec l'arrivée du réseau Internet au début des années 90 et la naissance des premiers sites web d'actualité. On a parlé du Chicago Tribune aux États-Unis et également Le Monde, journal Le Monde en France qui déjà en 1995 avait son site web. Avec l'arrivée des réseaux sociaux au milieu de la décennie 2000, on assiste également à l'arrivée de nouveaux outils de type Web 2.0, parmi lesquels on va parler des blogs. Des blogs, on a évolué vers les réseaux sociaux généralistes tels que Facebook et des sites de microblogging tels que Twitter. Alors qu'est-ce qui se passe? On observe que certains journalistes, certains activistes ont compris l'impact, les enjeux de ces réseaux sociaux, non seulement pour s'exprimer, parce que c'est des, on va dire, c'est des symboles de la liberté d'expression, donc ils les ont utilisés pour s'exprimer, pour dénoncer, ce qui a donné naissance indirectement à ce que l'on appelle des médias alternatifs. Ça, c'est la première variable. La seconde variable, c'est qu'on constate que bien qu'Internet ait évolué, bien que les sites web soient nés, le Web 2.0, mais il y a une autre problématique importante, c'est que c'est l'arrivée du smartphone. Le smartphone, pourquoi? Parce que le smartphone est portatif. Ça veut dire que l'individu ou les individus que nous sommes, nous n'avons plus besoin d'un terminal de type télévision ou radio pour voir et écouter. Nous avons notre téléphone que nous emmenons partout, avec lequel nous avons des notifications d'informations en temps réel. Donc tout ça nous amène dans ce que l'on appelle l'instantanéité de l'information. Et ce qui fait que les gens préfèrent avoir une information instantanée qu'une information, on va dire, lente. Quand on prend par exemple des magazines, le magazine, il prend un temps, plus ou moins un temps pour le traitement de l'information. Un journal télévisé, on envoie une équipe de reportage sur le terrain, ils prennent la peine de couvrir, de traiter et autres, ce n'est qu'à 20 heures que l'actualité est mise à la disposition du grand public. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans la logique de la rapidité, de l'immédiateté. Vous avez parlé de l'instantanéité. Je prends l'exemple, par exemple, d'un fait qui s'est déroulé à Sibiti, un accident des élèves. On se rend compte qu'à la minute près, l'événement est sur les réseaux sociaux. Mais lorsque vous allez sur les plateformes des médias classiques, on se rend compte que ces pages ne sont pas actualisées. Je prends l'exemple de Télé Congo. Lorsque je préparais cette émission, la dernière information qui a été logée remonte à mai 2026. Lorsque vous allez à Vox, par exemple, c'est beaucoup plus les activités institutionnelles. Et bon, chez nous, à GoTV, vous vous rendez compte que je n'ai même pas envie d'en parler. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans les rédactions de ces médias pour qu'elles puissent s'adapter au rythme du numérique professionnel? Au fait, c'est simple. Hein. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le transfert de compétences. La première des choses, c'est de voir comment les autres ont fait. Quand je prends le cas du journal Le Monde, aujourd'hui, le journal Le Monde, il y a le journal traditionnel version papier. Nous avons la rédaction online. Dans la rédaction online, nous avons la rédaction site web et nous avons la rédaction pour les différents réseaux sociaux. C'est ce qui manque dans ces rédactions. C'est ce qui manque dans nos rédactions, c'est-à-dire que la politique rédactionnelle, éditoriale de nos médias doit migrer vers cette convergence, c'est-à-dire avoir une rédaction traditionnelle et avoir
une rédaction multimédia dans laquelle nous avons l'information pour les sites web et l'information pour les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui qu'un média tel que Le Monde, tel que Libération, tel que le New York Times puisse être présent sur des plateformes telles que TikTok et Instagram? Mais pourquoi ils le font? C'est parce qu'ils vont à la conquête du public. La deuxième variable, c'est qu'ils le font parce qu'aujourd'hui, la consommation de l'information a totalement changé. On est dans le système Atawadak. Anytime, anywhere, any device, any content. En français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir l'information n'importe quand, n'importe où, sur n'importe quel terminal connecté, et cela nous permet d'avoir n'importe quel type de contenu, c'est-à-dire contenu vidéo, contenu textuel, contenu image et autres. Donc c'est une révolution que, en fait, moi, ça fait plus de 15 ans que j'en parle. Je demande aux rédactions, je parle souvent au patron des médias, de penser à cette révolution, à cette transition. Voilà. Vous parlez de la révolution, mais un autre aspect, c'est celui de la qualité de l'information qui est diffusée. Vous allez voir que, pour la majorité de ces temps, des jeunes qui en parlent, vous disent plutôt que je ne suis plus la télévision, beaucoup plus la télévision nationale, parce que ce qui est diffusé ne répond pas à nos attentes. Est-ce que ce n'est pas ce qui explique aujourd'hui la domination peut-être de ces médias en ligne? Effectivement, votre analyse, elle est totalement juste. Ce que je reproche souvent à certains médias, c'est le volet marketing de l'information. En fait, on est dans la logique du pêcheur et du poisson. Le pêcheur, pour avoir le poisson, il lui donne un appât. Et ce n'est que lorsqu'il mord à l'appât qu'il peut avoir le poisson. C'est la même logique avec les médias. Donner au public l'information dont ils ont besoin afin de venir. Et c'est un peu cette logique que certaines plateformes aujourd'hui, que je ne citerai pas, en termes de médias en ligne, en termes de médias alternatifs, utilisent. Ils utilisent une information qui fait le buzz. Lorsqu'on prend par exemple ce qui est arrivé à nos enfants à Sibiti, c'est un drame. Un drame pour les familles, un drame pour des parents, un drame également pour le milieu scolaire de l'enseignement, c'est un drame. Mais ce drame, d'un point de vue informationnel, la manière à laquelle les victimes ont été exposées, d'abord d'un point de vue déontologique, ça ne se fait pas, mais les gens l'ont fait pour créer du trafic, pour créer du buzz. C'est un peu ça, la logique médiatique des médias alternatifs et des médias en ligne. On parle également des fake news. Oui. Est-ce que tout ce que nous recevons sur nos plateformes peuvent-elles être considérées comme des vraies informations? C'est là où je parle de la question de la culture informationnelle. La culture informationnelle nous donne les outils qui nous permettent d'évaluer, de se projeter, de mesurer, de peser le taux de véracité d'une information. Et ça, il y a plusieurs techniques. On peut se rapprocher, par exemple, même des médias en ligne, mais des médias en ligne qui ont une certaine crédibilité. Exactement. Je prendrai, par exemple, dans le contexte congolais. Vous avez des médias en ligne tels que Focus Média, vous avez des médias en ligne tels que Tieleka. Que disent-ils de tel problème ou bien de telle variable de l'actualité? Donc, il y a des mécanismes au niveau de la culture informationnelle que tout individu, que tout consommateur de l'information doit avoir afin de ne pas se laisser berner par la désinformation et par les fake news. Monsieur le docteur, j'ai suivi un exposé que vous avez présenté lors d'une conférence avec vos étudiants sur la qualité de l'information diffusée sur les réseaux sociaux. Et vous avez évoqué plutôt la notion de désintermédiation. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, la désintermédiation, généralement, c'est que l'intermédiation et la médiation se faisaient par les médias traditionnels. Il y a encore 30 ans, l'actualité, l'information, c'était la télévision, la radio, c'était le journal de 20h, aussi bien celui de Radio Congo que de Télé Congo. Aujourd'hui, il y a une désintermédiation. Pourquoi? Parce qu'il y a eu on va dire une fracture qui découle de l'arrivée des nouveaux médias. Donc la médiation informationnelle ne se fait plus forcément par les médias traditionnels, la presse écrite, la télévision, la radio. Mais cette médiation, aujourd'hui, on va dire, c'est fragmenté au niveau de plusieurs acteurs qui mettent à disposition l'information. Et c'est ça, surtout, qui justifie le fait que beaucoup de gens, aujourd'hui, en termes de consommation d'information, préfèrent se connecter aux différents réseaux sociaux pour avoir l'information dont ils ont besoin. Donc, il faut dire que l'information ne suit plus un canal. L'information ne suit plus le canal traditionnel. Les canaux traditionnels, c'est d'autres canaux. Alors, quels sont les canaux alors?
Ben, nous les avons. Vous avez la télévision qui est un canal, la radio qui est un canal, la presse écrite qui est un canal de diffusion. Vous avez maintenant, avec Internet, ça se complexifie. Pourquoi? Parce que vous avez le web, vous avez la publicité web, vous avez les réseaux sociaux. Et dans les réseaux sociaux, il y a différents réseaux sociaux, de microblogging, réseaux sociaux généralistes, réseaux sociaux spécialisés comme LinkedIn. Donc, c'est tout ça qui justifie cette désintermédiation de l'information. Vous êtes un enseignant, tous les jours vous êtes face à vos étudiants. Qu'est-ce que vous leur dites lorsqu'ils sont face à des informations sur les réseaux sociaux? D'avoir de la réserve face à toute information. Et mettre de la réserve, vérifier, évaluer, peser avant de publier, parce que toute information n'est pas forcément vraie. Je vais vous expliquer en fait. C'est quelqu'un qui me disait, je préfère les fausses informations diffusées sur certains réseaux sociaux plutôt que les vraies informations diffusées sur les médias classiques. Est-ce qu'on peut dire que le journaliste congolais, parce que nous parlons du Congo, doit davantage travailler pour retourner la donne? Oui, on doit. Au fait, il y a une rupture de confiance du public avec les médias traditionnels. Ouais. Donc, la stratégie pour nos médias consisterait à remettre le public en confiance afin que le public consomme cette information. Parce que quand vous suivez des contenus ou bien des productions télévisuelles qui ne montrent qu'une information à caractère institutionnel, que fait le public? Le public a besoin de savoir, le public a le droit de savoir. Il y a ce qu'on appelle le droit de l'information et le droit à l'information. Mais qu'en est-il? Donc, ce qui fait que le public, ne se sentant pas intéressé, impliqué par la qualité de l'information, son orientation, il fait quoi? Il préfère aller, on va dire, dans des informations farfelues, dans le divertissement et tout. Et ça, c'est parce qu'il y a une crise de confiance. Aujourd'hui, on parle de la désinformation et des fake news. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre la désinformation et les fake news au niveau des rédactions afin d'outiller les citoyens et de les aider à développer leur sens critique? Alors, moi, je reviens sur les fondamentaux. D'abord, le respect de l'éthique, de la déontologie. Parce que dans les règles d'éthique et de déontologie, il y a tous les mécanismes qui permettent aux journalistes d'éviter la propagation ou la diffusion ou la production de fake news. Ça, c'est l'une des premières variables. La deuxième des variables, c'est que le journaliste doit vérifier l'information. Et aujourd'hui, il y a plein de plateformes qui permettent de vérifier ces informations. Oui. Il y a une plateforme, si je me rappelle bien le nom, ça doit être Codex, je ne sais plus quoi, qui permet de vérifier une information. On peut vérifier l'information, on peut vérifier même l'authenticité des vidéos, et l'authenticité des images. Donc, vous voyez, donc le journaliste aujourd'hui dispose d'un certain nombre d'outils qui lui permettent d'évaluer, de peser, comme je l'ai dit, d'authentifier la véracité d'une information. Autre variable, c'est que le journaliste doit avoir également la capacité de confronter les sources d'information. Je prendrai un exemple simple. Que dit l'AFP sur tel sujet d'actualité? Que dit RFI? Que dit par exemple la BBC? Ça, c'est une manière de corroborer. En ont-ils parlé? Sinon, pourquoi? Donc, c'est des variables qui permettent à un journaliste d'authentifier et d'éviter non seulement lui-même la consommation des fake news et d'en éviter la diffusion. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer de l'intelligence artificielle aussi. Est-ce une bonne opportunité, une menace pour le journalisme? La question, est-ce que Internet était considéré comme une opportunité ou une menace pour le journalisme? C'est à vous de répondre, docteur. D'accord, ok, très bien. Alors, de la même manière à laquelle Internet, dans les années 90, a été considéré une menace comme la presse, contre la presse, aujourd'hui, on considère l'intelligence artificielle comme une menace. Je dirais que l'intelligence artificielle n'est pas une menace. C'est comme la dynamite. Tout dépend de ce que l'on en fait. L'intelligence artificielle aujourd'hui offre une panoplie d'outils qui permettent de gagner du temps et d'améliorer la qualité de nos tâches. À nous de savoir quoi en faire. Je prendrai un exemple simple. Vous allez dans une conférence, vous avez un responsable qui parle pendant 1 heure. Vous n'avez qu'un calepin. Mais si vous prenez par exemple votre téléphone pour enregistrer, aujourd'hui il y a des intelligences artificielles qui transforment un enregistrement audio en version texte.
Alors, si vous devez transcrire, vous prendrez 1 heure ou peut-être 2 heures pour transcrire. Or qu'avec l'intelligence artificielle, vous transcrivez ça en 10 secondes. C'est plus rapide. Ne serait-ce pas un gain de temps? Donc, c'est un peu quelques petits exemples qui montrent que les outils d'intelligence artificielle viennent, on va dire, amplifier le travail du journaliste, le faciliter. Docteur, dernière question. Selon les données de l'ACPCE, c'est vous qui l'avez dit la fois passée lors de la conférence, 105% des personnes disposent au Congo d'un téléphone avec une prévalence dominée par les jeunes. Non, c'était plus. Hein. Plus de 100%. C'était environ 108, selon la PCE. Oui. OK. Alors, qu'est-ce que les jeunes doivent retenir de l'usage des réseaux sociaux? L'usage des réseaux sociaux, c'est quoi? À la base, c'est le réseautage. C'est le réseautage. C'est pas de la distraction, c'est pas forcément du divertissement au sens brut, mais c'est du réseautage. Aujourd'hui, comme le chef de l'État l'a dit, on est dans une phase de promotion de la jeunesse. Mais la jeunesse doit comprendre qu'à travers ces dispositifs, ces terminaux, ils ont des opportunités de business, de création d'entreprise, des opportunités en termes de formation, en termes d'auto-formation, des opportunités en termes de contenu, parce qu'aujourd'hui, vous avez tout. Lorsque vous allez sur Z-Librairie, c'est la plus grande librairie en ligne gratuite au monde. C'est des contenus aujourd'hui à travers lesquels nos jeunes peuvent se former. Vous allez sur des plateformes telles que Udemy, vous avez des cours dans tous les domaines à travers lesquels les jeunes peuvent se former. Vous avez des plateformes telles que LinkedIn, réseau social professionnel. Combien de nos jeunes aujourd'hui utilisent ces réseaux sociaux pour développer leur réseautage, des partenariats, voir comment je peux représenter par exemple un cabinet ivoirien, marocain en République du Congo. Ces ressources, elles sont là. Mais le comprennent-ils? Donc je pense que le plus grand défi pour eux, c'est de comprendre le caractère, la variable des réseaux sociaux en tant qu'opportunité pour le développement de notre jeunesse. Docteur, merci pour le temps que vous nous avez accordé. De rien. Alors, vous avez suivi les conseils du docteur, donc nous vous demandons, nous vous souhaitons une bonne pratique et nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Là, je vois Céleste Sindousoulou, Welcome Dolo, soi-disant au Sibi, sans oublier notre réalisateur Junior Gatsongo et notre directeur technique Régis Founandé. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.